Le bourdonnement régulier du chauffage de la voiture ne parvenait pas à calmer mes frissons dans le parking des urgences. C'était un endroit calme pour m'asseoir et réaliser que je venais de perdre toute ma famille. J'ai appuyé ma tête contre le volant, essayant d'ignorer le goût métallique et prononcé de cuivre qui tapissait ma langue. Une douleur lancinante irradiait dans mon poignet gauche, un souvenir amer de mon choc contre le parquet en bois massif à peine quelques heures plus tôt. L'écran éblouissant de mon téléphone personnel illuminait l'habitacle sombre. Des dizaines d'appels en absence s'accumulaient sur l'écran, la plupart venaient de ma mère, et beaucoup d'autres de ma jeune sœur, Chelsea. À 38 ans, je passais mes journées en tant que PDG de Heal Neuromotion, à concevoir des systèmes robotiques pour aider les patients victimes d'AVC à remarcher. Je réparais des connexions brisées. Aider les gens à guérir était mon métier. Mais les personnes qui m'appelaient en ce moment ne cherchaient pas la guérison. Elles paniquaient, parce que leur plan minutieusement élaboré était en train de s'effondrer. Mon téléphone professionnel a vibré doucement dans le porte-gobelet. Il n'y a eu qu'un seul appel. J'ai décroché, et mon avocate, Elena, a complètement ignoré les formules de politesse. Elle m'a annoncé que le courtier représentant notre entreprise rivale venait d'envoyer une requête d'urgence. Chelsea leur avait garanti par écrit 25% de mon entreprise, et maintenant, les acheteurs exigeaient une preuve de propriété avant minuit. 7 heures plus tôt, ma seule préoccupation était de survivre à un énième dîner tendu. Le trajet jusqu'à la salle à manger privée du Carré Country Club avait été calme et sombre. Une pluie fine rendait glissantes les routes de Caroline du Nord, et des feuilles humides de chêne rouge s'accrochaient au bord de mon pare-brise. La température avoisinait confortablement les 18 degrés, juste assez fraîche pour le léger blazer que je portais sur un chemisier en soie. C'était le vendredi 16 octobre 2026, une soirée d'automne tout à fait normale. Je me suis garé près de la sortie, une habitude défensive que j'avais développée au cours de la dernière année. Avant d'entrer, j'ai envoyé un rapide SMS à Elena sur mon téléphone professionnel. Je lui ai demandé de se tenir prête au cas où mes proches aborderaient notre valorisation confidentielle ou nos droits de brevet. Ensuite, j'ai mis l'appareil en silencieux, je l'ai glissé dans ma poche gauche, et j'ai rangé mon téléphone personnel dans la droite. La salle à manger privée exhalait une forte odeur d'ail rôti, de vin hors de prix et de vieille fortune. Chelsea était assise de l'autre côté de la table, faisant tourner un verre de merlot. Ma petite sœur me souriait avec éclat, son sourire parfait ne révélant rien de l'hostilité que nous partagions habituellement en privé. À côté d'elle se trouvait notre mère, Barbara. Elle en était déjà à la 3e phrase d'une histoire recyclée sur les sacrifices qu'elle avait faits pendant notre enfance. Et puis il y avait Craig, mon oncle, qui se trouvait être également notre directeur financier. Il était confortablement installé en bout de table. Je l'avais embauché 9 ans plus tôt, lorsqu'il avait perdu son précédent emploi. Pourtant, il était assis là ce soir, sans invitation, jouant à la perfection le rôle du patriarche bienveillant. Un épais dossier de couleur crème reposait juste à côté de mon assiette. Je n'y ai pas touché, bien que mes yeux se soient attardés sur le papier cartonné. Chelsea s'est penchée en avant, appuyant ses coudes sur la nappe blanche, et sa voix dégoulinait d'une douceur étudiée. Elle m'a expliqué qu'elle ne voulait plus de salaire de l'entreprise. Elle ne voulait pas non plus de contrat de consultante, et elle ne voulait certainement pas de stock option. Ce qu'elle voulait, c'était des parts, une véritable propriété immédiate. Craig a hoché lentement la tête, adoptant son ton le plus raisonnable et apaisant. Il m'a assuré qu'il me resterait encore bien assez de richesse. C'était tout simplement juste, a-t-il argumenté avec aisance, puisque la famille construisait cet empire ensemble. J'ai gardé les mains sagement croisées sur mes genoux, sentant le poids distinct des 2 téléphones dans mes poches, et j'ai posé 3 simples questions. Pourquoi 25%? Qui a préparé ces documents? Et d'où sortez-vous cette valorisation à 50 millions d'euros? Un silence s'est abattu sur la pièce comme une lourde couverture. Le cliquetis de l'argenterie s'est complètement arrêté. Chelsea a cligné des yeux, et des larmes ont instantanément perlé sous ses cils alors qu'elle cherchait le soutien de notre mère. Maman a claqué sa paume à plat sur la table, faisant trembler les verres à eau en cristal. Elle a hurlé que j'étais profondément ingrate, que Craig avait déjà vérifié l'accord principal sur les brevets, et que ce transfert était acté, que cela me plaise ou non. Craig a vérifié l'accord principal sur les brevets. Ces mots sont restés suspendus dans l'air calme qui nous séparait, confirmant tout ce que je soupçonnais depuis 3 semaines. J'ai baissé les yeux vers la page de garde de l'accord de transfert, qui dépassait du dossier. Juste en dessous, se trouvait une procuration de vote irrévocable,
ainsi qu'une lettre annexe permettant à Chelsea de coordonner ses droits de vote avec un acheteur rival. Il ne s'agissait pas du plaidoyer émotionnel et spontané d'une petite sœur se sentant mise à l'écart. C'était une prise de contrôle hostile, orchestrée autour de quelques amuse-bouches. J'ai pris ma serviette en lin, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai posée sur la table. Je leur ai dit que personne n'obtiendrait une part de mon entreprise sous le simple prétexte que nous partagions le même sang. Maman s'est levée, sa chaise raclant violemment le parquet, et a pointé un doigt tremblant droit vers mon visage. « Donne-lui 25%, ou tu ne fais plus partie de la famille », a-t-elle lancé, sa voix résonnant sèchement contre les murs lambrissés. Je suis restée parfaitement assise. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai répondu que c'était un prix que j'étais tout à fait prête à payer. La femme qui m'avait élevé a comblé la distance entre nous en 2 enjambées rapides, et m'a frappé au visage. Le claquement sec de sa paume contre ma joue a été assourdissant. Comme j'étais assise sur le bord de mon siège, l'impact m'a déséquilibré. Ma chaise a basculé en arrière, le pied arrière en bois s'est pris dans l'épais rebord du tapis oriental, et je suis lourdement tombé. Ma hanche a heurté le sol la première, immédiatement suivie par mon poignet gauche alors que j'essayais instinctivement d'amortir la chute. Une douleur fulgurante a traversé mon bras dans une bouffée de chaleur. Pendant une fraction de seconde, la pièce a tournoyé. Quelque part au-dessus de moi, quelqu'un a halté sous le choc, probablement un serveur posté dans le couloir. Alors que je me redressais à 4 pattes, mes yeux se sont posés sur les papiers éparpillés. L'épais dossier crème s'était ouvert sur le tapis. J'ai fixé le coin inférieur droit de l'accord de transfert d'action. Imprimé en minuscules lettres noires, figurait un code de document, C7H50. Une soudaine et glaciale lucidité a envahi tout mon corps. Je me suis levé, lissant le devant de mon blazer avec ma main valide. J'ai ignoré les picotements intenses sur ma joue et le goût métallique qui s'accumulait dans ma bouche. J'ai regardé les 3 personnes qui me dévisageaient. Maman respirait bruyamment, la main encore légèrement levée. Chelsea s'était couvert la bouche, feignant une horreur dramatique. Craig, lui, était tout simplement pâle. Je leur ai souri. « Merci », ai-je dit, d'une voix parfaitement assurée dans le silence de la pièce. Cela répond à la seule question que j'étais venu poser. J'ai récupéré mon sac, laissant le dossier juridique éparpillé sur le sol, et j'ai franchi la porte sans un regard en arrière. Maintenant, assise dans la fraîcheur humide du parking de la clinique, j'observais un énième appel manqué s'afficher sur mon écran personnel. Ils paniquaient, et ils avaient tout à fait raison de le faire. Car le pied de page de l'accord de transfert de Chelsea portait le code de sécurité exact que je n'avais confié qu'à une seule personne au monde, mon oncle Craig. La pluie tambourinait avec insistance sur le toit métallique de ma voiture, un son lourd et rythmé qui m'offrait mon seul réconfort dans ce parking désert. J'ai basculé ma tête en arrière, sentant le cuir glacial du volant contre ma paume indemne. Une forte odeur chimique d'asphalte mouillé et d'huile moteur filtrait par les bouches d'aération, m'ancrant dans le présent. Ma joue gauche irradiait d'une chaleur sourde et pulsatile, et chaque fois que je changeais de position, mon poignet contusionné hurlait de protestation. Avant de passer la vitesse, j'ai allumé le plafonnier et rabattu le pare-soleil. Le miroir a reflété une empreinte de main rouge et furieuse qui s'épanouissait sur ma mâchoire. J'ai pris mon téléphone personnel, ignorant le flux incessant de SMS entrants, et j'ai pris 3 photos nettes de mon visage. Ensuite, j'ai photographié mon poignet enflé. J'ai téléchargé les images directement sur un serveur cloud sécurisé, m'assurant qu'elles étaient horodatées et verrouillées hors de ma galerie photo. J'ai pris mon téléphone professionnel et j'ai composé le numéro de mon avocate. Elena a décroché dès la première sonnerie. Sa voix était calme et mesurée pendant que je lui livrais les faits bruts de la soirée, l'agression physique, le code de document spécifique imprimé sur le dossier de transfert, et l'emplacement exact de la salle à manger privée. Elena m'a dit d'entrer immédiatement au centre de soins d'urgence, d'éviter de me disputer avec ma famille par SMS, et de laisser mon oncle totalement dans l'ignorance. Pendant que nous parlions, elle a commencé à rédiger une demande officielle de conservation des preuves à l'attention de la direction du country club. Elle exigeait légalement les images de vidéosurveillance, les registres de réservation, et les rapports d'incidents écrits de tout membre du personnel ayant assisté au dîner. La salle d'attente de la clinique sentait fortement l'eau de javel industrielle et les vieux magazines. Une infirmière de triage fatiguée a pris mes constantes, et 20 minutes plus tard, un médecin a examiné mon poignet. Il a soigneusement noté les contusions sur mon dossier médical, sa voix totalement neutre lorsqu'il m'a demandé comment les blessures s'étaient produites. La chaleur m'est montée au cou.
Admettre que ma mère m'avait frappé lors d'un différend commercial donnait l'impression d'avaler du sable sec. Je lui ai dit la vérité quand même. 1 heure plus tard, de retour dans ma voiture, j'ai déposé une plainte non urgente à la police par téléphone. Je n'ai pas demandé qu'une voiture de patrouille aille sortir Barbara Hill de chez elle menottée. J'avais simplement besoin que la trace écrite existe, cimentant la réalité de ce qui s'était passé avant que ma famille ne puisse réécrire l'histoire. À 20h15, j'étais assise à l'îlot de cuisine de ma maison de ville, tenant une poche de glace contre ma joue tout en fixant mon ordinateur portable. Eleanor, la présidente indépendante de notre conseil d'administration, est apparue sur l'appel vidéo sécurisé aux côtés de Daniel, l'investisseur principal, d'Elena, et de Caleb, notre directeur de la sécurité. J'ai gardé ma caméra éteinte, prétextant une mauvaise connexion Internet pour qu'ils ne voient pas le gonflement de mon visage. J'ai expliqué la fuite avec une précision tranquille. J'ai détaillé la valorisation confidentielle, le chiffre de 50 millions d'euros, et le filigrane C7H50. Craig était le seul cadre de toute l'entreprise à avoir reçu ce brouillon spécifique. Eleanor a écouté sans m'interrompre. La présidente du conseil n'a pas immédiatement demandé le renvoi de mon oncle. Elle fonctionnait selon des procédures rigides, pas à l'émotion, ce qui était exactement la raison pour laquelle je l'avais nommée. Eleanor a formellement approuvé une conservation légale de toutes les communications et données de l'entreprise. Elle a ordonné à Caleb de suspendre l'accès administratif privilégié de mon oncle pendant que le comité spécial entamait une enquête formelle. Pour l'instant, notre directeur financier était discrètement placé en congé payé. Le système de gouvernance que j'avais passé des mois à construire fonctionnait parfaitement. Mon téléphone personnel vibrait constamment contre le plan de travail en granit. Les SMS arrivaient par vagues prévisibles et croissantes. D'abord, il y a eu les exigences de maman, m'ordonnant de revenir pour que nous puissions discuter comme des adultes. Ensuite, sont venus les paragraphes frénétiques de Chelsea, expliquant comment mon égoïsme avait ruiné tout ce que nous avions construit. Craig a offert des excuses douces et calculées, insistant sur le fait que le dîner n'était qu'un terrible malentendu. Des parents éloignés, à qui je n'avais pas parlé depuis près d'1 an, sont intervenus pour dire que ma mère pleurait et que je devais arranger les choses. J'ai coupé le son. J'ai refusé de répondre. Mais je n'ai bloqué aucun numéro, car chaque message qu'ils envoyaient était une nouvelle pièce à conviction. Une nouvelle alerte a retenti sur mon téléphone professionnel. Elena avait transféré un courriel du conseil de conformité de la société de courtage représentant notre rival. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai trouvé un accord de garantie numérisé. Chelsea avait signé de son nom sur la ligne pointillée, garantissant légalement qu'elle pourrait livrer 25% de mon entreprise et obtenir des droits d'actionnaire majoritaires dans les 48 heures. J'ai relu la signature 2 fois. Ma petite sœur n'avait pas simplement fait un caprice pour attirer l'attention. Elle avait signé un engagement financier contraignant, basé entièrement sur des actifs qu'elle ne possédait pas. Si elle ne parvenait pas à livrer ses actions, le courtier exigerait le remboursement de ses énormes honoraires, piégeant Chelsea dans un gouffre financier de sa propre création. Cette prise de conscience s'est installée lourdement dans ma poitrine, soulevant une question terrifiante, jusqu'où Craig était-il prêt à aller pour l'aider à voler l'argent nécessaire pour payer? Vers minuit, l'écran de mon ordinateur portable a clignoté avec un message direct et sécurisé de Caleb. Il surveillait les journaux d'activité du réseau en temps réel. Mon téléphone personnel affichait 83 appels en absence, témoignage d'une famille qui croyait que j'étais assise dans le noir, pleurant sur une gifle, prête à me rendre. Ils n'avaient aucune idée que le piège était déjà en train de se refermer sur eux. Caleb a tapé une courte phrase confirmant que nos protocoles de sécurité tenaient bon. À 23h58, quelqu'un utilisant l'ordinateur portable de Craig a essayé d'effacer le dossier, et notre système a copié chaque fichier supprimé. La lumière du matin filtrait à travers les volets de ma maison de Raleigh. Le silence dans le salon semblait lourd, totalement exempt des appels téléphoniques frénétiques et des exigences qui définissaient autrefois mes week-ends. Je suis entré dans la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur. Des rangées de provisions soigneusement disposées me faisaient face. Il n'y avait pas de jus pressé hors de prix pour ma sœur, ni les crèmes importées que ma mère tenait absolument à garder en stock. Cette maison m'appartenait entièrement, et aucun de mes proches n'en possédait la clé. 18 mois plus tôt, Chelsea m'avait transféré un avis d'imposition massif, s'attendant à ce que je le paie. C'est ce jour-là que j'avais fermé nos comptes joints, imposé à maman une allocation mensuelle fixe, cessé de couvrir les cartes de crédit de Chelsea, et acheté cette maison de ville à mon seul nom.
J'avais également commencé le registre bleu, consignant chaque demande, paiement et dispute. Ce registre, commencé pour me prouver à moi-même que je n'imaginais pas ce schéma toxique, était devenu la carte que j'utilisais pour séparer ma famille de mes finances, et éventuellement, de l'entreprise. Le doux bourdonnement de mon ordinateur portable a brisé le calme matinal. Caleb et Elena attendaient déjà sur la visioconférence sécurisée. Je me suis versé une tasse de café noir, je me suis assise à l'îlot de la cuisine, et j'ai allumé mon microphone. Notre directeur de la sécurité n'a pas perdu de temps en bavardage. Caleb a partagé son écran, affichant les journaux d'accès de la salle de données sécurisée. Il a expliqué le piège informatique que nous avions tendu 3 semaines auparavant. Nous avions délibérément généré 3 versions différentes de l'ébauche de valorisation confidentielle. Notre directeur de l'exploitation avait reçu une copie évaluant l'entreprise à 48 millions d'euros. Le directeur juridique avait reçu une version évaluée à 52 millions. Le 3e brouillon portait le code de pied de page C7H50. Ce document spécifique évaluait à une euromotion à exactement 50 millions d'euros, et incluait les termes du consentement principal sur les brevets. Caleb a surligné une seule ligne de données sur l'écran, mon oncle avait ouvert et téléchargé ce fichier précis le mardi après-midi. 2 jours plus tard, ma mère et ma sœur avaient utilisé ces termes exacts contre moi à la table du dîner. Ensuite, Caleb a affiché les journaux d'impression du vendredi après-midi. Le dossier de transfert qui m'avait été présenté au Country Club avait été imprimé à l'étage de la direction. Cependant, les identifiants d'utilisateurs attachés à la tâche d'impression n'appartenaient pas à notre directeur financier. Le nom sur l'écran appartenait à Léa Park. Léa était l'assistante de direction de Craig depuis 4 ans. Une boule s'est formée dans mon ventre. Craig avait déjà envoyé un courriel au comité spécial tôt ce matin-là, affirmant que son assistante avait dû accéder aux fichiers sensibles sans autorisation. Il insistait sur le fait qu'il essayait seulement de supprimer les dossiers tard la nuit dernière pour protéger les données de l'entreprise après avoir découvert sa faille. Elena s'est penchée vers sa caméra, demandant si nous devions suspendre Léa immédiatement. J'ai secoué la tête en regardant les journaux défiler. Punir un employé loyal sur la base de preuves circonstancielles était exactement la façon de faire de Craig. J'ai ordonné à Caleb de récupérer les journaux d'accès au bâtiment, les images de vidéosurveillance des couloirs, et l'emploi du temps de Léa pour le vendredi après-midi. Nous allions vérifier exactement qui était assis à ce bureau avant que quiconque ne perde son emploi. Une nouvelle notification a résonné dans les haut-parleurs de l'ordinateur. Eleanor venait de rejoindre le canal sécurisé, et la présidente du conseil avait l'air exceptionnellement sombre. Elle a annoncé que mon oncle venait de faire passer la situation au-delà d'une simple fuite d'informations. Craig avait officiellement soumis un document numérisé au conseil d'administration, affirmant qu'il s'agissait d'une lettre de contribution familiale signée par mon défunt père en mars 2015. Selon la numérisation, mon père y déclarait que son prêt de démarrage initial de 40 000 € était en fait un investissement familial, et il souhaitait que 25% des intérêts bénéficiaires soient détenus spécifiquement pour Chelsea. Mon café a pris un goût amer dans ma bouche. Mon père était décédé 5 ans plus tôt, la succession était close depuis des années, et il n'avait jamais prononcé un seul mot concernant des capitaux propres. Eleanor a lu à haute voix une déclaration sous serment soumise avec la lettre. Ma mère y affirmait formellement qu'une fuite mineure dans le sous-sol, le 6 octobre, avait forcé un plombier à déplacer un lourd coffre ignifuge. Elle déclarait avoir ouvert la boîte et découvert cette lettre à l'intérieur d'une enveloppe vierge, complètement par accident. À peine 10 jours plus tôt, Craig avait refusé de remettre la copie papier originale, affirmant que Barbara était terrifiée à l'idée que l'entreprise la détruise. Notre conseiller juridique nous a averti que le conseil ne pouvait pas simplement ignorer cette réclamation. Même si Chelsea n'était pas une actionnaire reconnue, ses avocats menaçaient de déposer une injonction d'urgence pour bloquer la vente de nos brevets. L'acheteur rival suspendrait toutes les négociations à la seconde où il flairerait un litige de propriété sur la propriété intellectuelle. Craig utilisait la mémoire d'un homme mort pour prendre l'entreprise entière en otage. Eleanor a ajusté ses lunettes et a regardé directement dans sa caméra. Elle a déclaré que Craig exigeait que nous arrêtions l'enquête, et qu'il avait la signature de mon père pour nous forcer la main. Elena et moi avons passé toute la matinée du mardi à extraire des dossiers financiers archivés datant d'il y a 11 ans. Les relevés bancaires de 2015 étaient parfaitement clairs, exposant la fondation financière exacte de mon entreprise. Mon père, Henry, m'avait viré 40 000 € pour acheter les composants de notre premier prototype, et il avait exigé un billet à ordre strict pour chaque centime. Assise à l'îlot de ma cuisine,
je passai mon pouce sur le bord usé de mon vieux registre relié en cuir. La légère odeur de son après-rasage Old Spice semblait presque s'attarder sur les pages jaunies. Il avait toujours été un homme profondément pragmatique. Assis à notre table de salle à manger rayée il y a des années, tapotant son lourd stylo en argent contre le bois, il m'avait dit qu'aider un enfant à se lever ne signifiait pas posséder ses pas. J'avais remboursé la totalité du solde, ainsi que les intérêts convenus, en 2018. La reconnaissance légale portant sa signature se trouvait juste devant moi, réfutant complètement le récit ridicule de Craig. Ni le registre des actions fondatrices, ni les documents finaux d'homologation de 2022 ne mentionnaient la moindre part de capital appartenant à un autre membre de la famille. Le comité indépendant a agi de manière agressive concernant la lettre numérisée. Caleb a isolé les propriétés du fichier avant midi, et l'empreinte numérique racontait une histoire totalement différente de la déclaration sous serment de ma mère. Barbara affirmait formellement avoir trouvé le papier dans une enveloppe vierge le 6 octobre, juste après qu'une petite fuite de plomberie ait forcé un réparateur à déplacer un lourd coffre ignifuge. Pourtant, les métadonnées qui brillaient sur l'écran de mon ordinateur prouvaient que le PDF avait en réalité été généré le 4 septembre, soit plus d'un mois avant la supposée inondation du sous-sol. De plus, la signature elle-même était une copie d'image directe tirée d'une demande de prêt hypothécaire de 2018, collée numériquement sur la page. Malheureusement, une empreinte numérique ne constituait pas une preuve irréfutable en soi. Craig continuait de se cacher derrière ma mère, refusant de remettre la copie papier physique. Il prétendait que Barbara était tout simplement trop terrifiée à l'idée que les avocats de mon entreprise détruisent la seule preuve des volontés de son défunt mari. Nous avions besoin de ce document original pour prouver exactement qui avait fabriqué ce faux. Pendant que nous cherchions les preuves physiques, Chelsea a décidé de tenter sa chance devant le tribunal de l'opinion publique. Mon assistante m'a transféré un lien vers une vidéo circulant rapidement sur les réseaux sociaux. Ma jeune sœur était assise dans son salon impeccablement décoré, s'épongeant les yeux avec un mouchoir, parfaitement encadré par de vieilles photos de famille. Elle y dépeignait l'image déchirante d'une sœur aînée avide l'effaçant de l'héritage familial. Le pire était l'extrait vidéo monté qu'elle avait joint à la publication. Quelqu'un, probablement un client du country club passant devant la salle à manger privée, avait enregistré les conséquences immédiates de notre dîner du vendredi. Les images sautaient opportunément le moment où ma mère me giflait au visage. Au lieu de cela, la vidéo commençait juste au moment où je me relevais du tapis. Elle me montrait lissant mon blazer, offrant un sourire froid, et les remerciant avant de franchir la porte. Sans le contexte de l'agression physique, j'avais l'air d'une cadre impitoyable et intouchable, abandonnant sa mère et sa sœur en larmes. L'équipe de communication de l'entreprise a immédiatement paniqué. Le directeur a appelé mon téléphone professionnel 3 fois en 10 minutes, me suppliant de publier les dossiers médicaux des urgences et de rendre publique la demande de conservation des preuves du country club pour laver mon nom. L'envie d'humilier publiquement ma famille brûlait dans ma poitrine. Un seul communiqué de presse pouvait détruire le récit de victime de Chelsea en 10 secondes. Mais Elena m'a doucement rappelé que riposter sous le coup de l'émotion ne ferait que leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Si je lançais une attaque publique, j'apparaîtrais comme une riche PDG écrasant sa mère et sa sœur impuissantes. Nous devions nous fier au processus indépendant. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la colère retomber dans mon estomac, et j'ai autorisé une seule déclaration, douloureusement laconique, à une euromotion maintien des normes de gouvernance strictes. Et toutes les revendications de propriété sont actuellement en cours d'examen par un comité spécial. Cette réponse mesurée n'a absolument pas arrêté l'hémorragie. Notre acheteur rival a officiellement notifié au Conseil que ce litige public violait la clause de titre de propriété claire de notre lettre d'intention. Le partenaire stratégique a officiellement suspendu toutes les vérifications préalables. Daniel Ortiz m'a appelé tard dans la nuit de mardi, la voix tendue par la frustration. Il a prévenu que même un procès fragile et facilement réfutable pouvait bloquer la propriété intellectuelle assez longtemps pour tuer la transaction de 50 millions d'euros dans son ensemble. Le coup d'état de l'entreprise fonctionnait à merveille. Au lever du soleil, l'histoire fabriquée de Chelsea avait cumulé 200 000 vues, et le conseil d'administration avait reçu l'avis officiel d'une injonction d'urgence. Avant même que je ne puisse commencer à riposter, Elena a insisté pour que je la rejoigne dans un bureau privé en centre-ville afin de visionner les images de sécurité du country club. La pièce était petite et stérile, dominée par une grande table en acajou qui semblait beaucoup trop imposante pour la gravité de ce que nous allions voir. Elle a appuyé sur lecture sur son ordinateur portable sans dire un mot. La vidéo granuleuse montrait la salle à manger privée depuis un angle supérieur dans le coin.
Il n'y avait pas de son, seulement l'enregistrement silencieux et clinique de la trahison de ma mère. Barbara s'est levée, le visage masqué par une fureur froide. Elle a contourné la table d'un pas déterminé et mesuré, ne s'arrêtant que lorsqu'elle a atteint le bord de ma chaise. Puis, la femme qui m'avait élevé a armé son bras et m'a asséné une gifle sèche et décisive. J'ai vu ma tête basculer sur le côté, mon corps s'incliner de manière incontrôlable alors que la chaise s'accrochait aux tapis épais. Je suis violemment tombé sur le sol, m'effondrant en un tas. Les images vidéo étaient irréfutables. Je suis resté assise dans la pénombre du bureau d'Elena, le film muet tournant en boucle jusqu'à m'en brûler les yeux. Le rapport d'incident soumis par le directeur du club et les déclarations écrites des 2 serveurs confirmaient entièrement ma version. Il notait que je n'avais jamais touché ma mère, que je n'avais jamais crié, et que j'étais resté assise jusqu'à ce qu'elle initie l'attaque physique. Elena a promis de garder ces images comme pierre angulaire de notre défense, bien que j'aie insisté pour que nous les gardions hors ligne pour le moment, refusant de transformer ma propre blessure en une campagne marketing virale. Mon téléphone personnel a sonné, vibrant contre le bois poli de la table. Un message de ma mère s'est affiché à l'écran, froid et sans repentir, « Je ne t'aurais jamais frappé si tu n'avais pas humilié ta sœur » avait-elle écrit. Elle n'a pas exprimé de regret ni demandé si mon poignet était cassé, elle a simplement justifié la violence. J'ai posé le téléphone face contre table, sentant une étrange sensation de vide s'épanouir dans ma poitrine. L'enquête du comité spécial s'est approfondie lorsque Caleb a découvert les documents de prêt-relais que Barbara avait signés pour un montant de 650 000 €, utilisant comme garantie la maison que j'avais entièrement remboursée pour elle. Le mémo du prêt exposait clairement la stratégie, listant le paiement lié au succès de la vente de mes brevets comme source de remboursement attendu. Ma mère avait effectivement parié le toit au-dessus de sa tête sur un plan visant à saisir mes actifs, et elle l'avait fait en sachant pertinemment que mon entreprise était en jeu. J'ai attendu que Caleb passe au prochain ensemble de données avant de poser des questions sur l'implication du courtier. Il a affiché les notes de réunion d'une conférence téléphonique tenue quelques semaines seulement avant le dîner. La feuille de présence confirmait que Barbara était assise à cette réunion, écoutant attentivement le conseil de conformité expliquer les implications spécifiques des droits d'actionnaire majoritaires. Les notes montraient que ma mère avait posé une question directe sur le contrôle qu'il me resterait après le transfert. Elle avait entendu la réponse, je perdrais ma position majoritaire et il ne me resterait que 42%. Et elle a quand même continué. Cette réalisation m'a frappé plus durement que ma chute sur le tapis. Ma mère n'était pas une victime âgée et confuse, égarée par un oncle comploteur. Elle comprenait le coût de ses actes. Elle savait qu'en donnant 25% à Chelsea, elle me dépouillait effectivement de ma capacité à diriger l'entreprise que j'avais bâtie. Elle s'était assise en face de moi à table, souriant à l'évocation de mes souvenirs d'enfance, tout en négociant activement mon exécution corporative. Je me suis excusé de l'appel, j'ai marché jusqu'à ma voiture, et je suis resté assise en silence pendant un long moment. J'ai pensé aux milliers d'heures que j'avais passées dans le laboratoire, aux années que j'avais sacrifiées, renonçant au week-end et à ma vie sociale pour assurer leur sécurité financière. J'avais sincèrement cru que leur amour était le reflet de mon dévouement envers eux. Maintenant, en regardant les notes du courtier, j'ai compris qu'il ne m'avait jamais considéré comme une fille. J'étais une ressource. J'étais une pile qu'on pouvait vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mon téléphone professionnel a sonné, vibrant sans cesse dans ma poche. C'était une notification officielle d'Orbi Mobility. Ils avaient eu vent du litige interne de propriété et de la fuite d'informations. La lettre indiquait que le chaos en cours violait les termes de notre lettre d'intention confidentielle. Ils menaçaient d'abandonner purement et simplement la valorisation de 50 millions €, exigeant que je me retire immédiatement des négociations. Cette manœuvre était clairement conçue pour exercer une pression maximale sur le conseil afin de forcer un règlement amiable. L'air dans l'habitacle me paraissait rare. Je devais bouger, agir, pour arrêter l'effondrement, mais mes mains restaient figées sur le volant. J'avais passé toute ma vie à les protéger des conséquences de leur choix. J'ai fixé l'écran sombre de mon téléphone, sachant que si je retournais dans cette salle de conférence, je pourrais les sauver. Mais seulement en me détruisant moi-même. La salle de conférence ressemblait à une glacière. Je me suis assise à l'extrémité de la longue table en acajou, les mains glissées sous mes cuisses pour cacher le léger tremblement qui s'était emparé de moi après avoir lu la menace d'Orbi Mobility. Eleanor Shaw, la présidente de notre conseil, était assise directement en face de moi. Son expression restait totalement indéchiffrable, le genre de masque professionnel qu'elle avait passé des décennies à perfectionner.
Autour de nous se trouvaient les autres membres du comité spécial, tous l'air plus anxieux les uns que les autres. Craig était assis près de la porte, le dos appuyé en arrière, irradiant une aisance arrogante et étudiée qui suggérait qu'il croyait toujours que le Conseil le protégerait par habitude. La résolution créant ce comité spécial avait été finalisée dans les heures qui ont suivi mon appel. Elena était assise à ma droite, son ordinateur portable ouvert sur le brouillon de notre accord de récusation. J'avais la gorge sèche alors que j'écoutais l'avocat du comité expliquer les règles. Pour maintenir l'intégrité absolue de l'enquête, Craig et moi devions renoncer à tout contrôle sur les dossiers de l'entreprise liés à la revendication de propriété. Aucun de nous ne serait autorisé à diriger l'équipe médico-légale ou à communiquer avec le courtier jusqu'à ce que le comité parvienne à une conclusion préliminaire. Craig tapotait son stylo contre son menton, feignant un regard de profonde inquiétude pour l'avenir de l'entreprise. Il parlait avec cette chaleur condescendante familière qu'il réservait toujours pour les moments où il pensait gagner. Il a dit au conseil qu'il était vraiment dévasté de voir cette situation familiale déborder sur le lieu de travail. Mon oncle a suggéré que, pour le bien des employés et de notre vente en attente, je devrais me retirer entièrement de mes fonctions quotidiennes jusqu'à ce que la poussière retombe. C'était un mouvement calculé. Si j'étais hors du bâtiment, il aurait un accès total au personnel et aux serveurs internes restants. Je n'avais pas besoin de regarder les images de sécurité ou les notes du courtier pour savoir exactement qui avait planté l'idée d'un litige de propriété. Chelsea avait déjà publié une nouvelle vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux. Cette fois, elle se filmait devant l'entrée principale de notre bureau. Elle se qualifiait de cofondatrice dans chaque légende, me dépeignant comme une sœur impitoyable qui avait volé son droit de naissance. La voir posée devant le logo de Heal Neuromotion, arborant cette fausse expression éplorée, m'a retourné l'estomac. Elena a pressé sa main contre mon avant-bras, un avertissement silencieux pour que je garde ma colère enfouie. J'ai accepté les termes de la récusation. Je me mettrai en retrait de toutes les décisions exécutives concernant l'enquête et la revendication de propriété pendant 72 heures. Le directeur de l'exploitation superviserait les opérations quotidiennes. Remettre les clés du royaume que j'avais mis 11 ans à bâtir ressemblait à une défaite, mais je connaissais mon histoire. J'avais construit cette entreprise sur des systèmes, pas sur de l'ego. J'avais confiance en ces systèmes. Pourtant, sortir du bâtiment s'est avéré être le moment le plus humiliant de ma vie professionnelle. Un agent de sécurité m'attendait près des portes vitrées, tenant une petite boîte en carton. J'ai emballé mes affaires personnelles en moins de 2 minutes, mes photos de famille, quelques stylos, et une paire de lunettes de rechange. J'ai évité le regard des assistantes administratives alors que je marchais vers le hall. Certaines me regardaient avec une réelle inquiétude, d'autres chuchotaient derrière leurs mains, se demandant probablement si j'avais vraiment détourné l'argent de la famille. J'ai refusé de m'arrêter. J'ai refusé de me justifier auprès d'eux. Lorsque j'ai atteint la sortie principale, les protocoles de récusation temporaire que j'avais aidé à concevoir ont pris effet. J'ai passé mon badge d'entreprise sur le lecteur. Un bip aigu a résonné dans le hall, suivi d'un flash rouge, accès refusé. Le comité spécial avait suspendu à la fois mon accès et celui de Craig pour cet examen de 72 heures, exactement comme la politique l'exigeait. Chelsea m'attendait juste derrière les vitres du hall. Elle avait une équipe de journalistes avec elle, les caméras tournaient alors qu'elle me regardait me tenir dehors sous une petite bruine. Elle a ajusté son blazer, a composé ses traits en un masque de martyr vertueux, et a commencé à parler dans un microphone. Elle affirmait être venue ici pour protéger l'héritage familial, agissant comme si elle avait l'autorité morale de revendiquer la moitié du bâtiment. Je suis resté sur le trottoir mouillé, la regardant sourire aux caméras à travers la vitre. Elle avait l'air si heureuse, si convaincue d'avoir enfin gagné. Elle ne savait pas que le système que j'avais construit n'était pas lié à mon badge, il était lié à la piste d'audit que j'avais méticuleusement construite sur chaque serveur que nous possédions. Mon badge n'était qu'un morceau de plastique. La vérité, en revanche, restait stockée dans les archives numériques que Craig pensait gérer. Je me suis retourné, j'ai marché vers ma voiture, et je n'ai pas accordé un regard de plus à cette femme qui se tenait là, jouant le rôle de la martyre. La lumière rouge du lecteur de cartes n'était pas un échec, c'était la vérification finale de mon piège. J'étais enfin complètement hors jeu, et c'était exactement là où j'avais besoin qu'il croie que j'étais. Le silence dans ma maison de ville semblait étranger, un contraste saisissant avec le bruit incessant du bureau de l'entreprise que j'avais occupé pendant plus d'une décennie. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, ma main cherchant instinctivement la place sur ma table de chevet où reposait habituellement mon badge d'entreprise.
Lorsque mes doigts n'ont rencontré que le bois froid, une secousse aiguë de désorientation m'a traversé avant que la réalité ne s'installe. Je n'avais pas besoin d'être au bureau. Je n'avais pas à répondre aux appels de l'équipe marketing ou à m'inquiéter des indicateurs de la chaîne d'approvisionnement. Pour la première fois depuis des années, la matinée m'appartenait entièrement. J'ai enfilé mes baskets et je suis sorti pour une longue marche dans le quartier paisible. L'air de Raleigh portait cette morsure vive et humide de la mi-octobre, et les arbres prenaient une teinte cramoisie profonde, presque meurtrie. J'ai retrouvé une amie pour prendre un café à quelques kilomètres de là. Elle m'a demandé comment allaient les choses dans l'entreprise, supposant que les rumeurs sur Internet n'étaient que des drames habituels entre dirigeants. J'ai siroté mon latte en regardant un chien errant traverser la rue, et j'ai choisi de ne pas l'accabler avec les détails de ma trahison familiale. Nous avons parlé de ses enfants, des prochaines vacances, et des livres qu'elle lisait. Cela ressemblait à un fil d'Ariane me rattachant à une vie qui existait en dehors de l'orbite de High Neuromotion, une vie que je reconstruisais lentement depuis 18 mois. J'ai réalisé alors que, bien que Craig et Chelsea aient essayé de m'isoler, ils avaient échoué à détruire les fondations de ma propre existence. À midi, j'étais de retour chez moi, ouvrant un canal sécurisé et crypté avec les enquêteurs indépendants du conseil. Eleanor m'a envoyé un résumé des derniers développements pendant ma mise sur la touche. Le directeur de l'exploitation avait veillé à ce que l'entreprise continue de fonctionner sans heurts. Elle m'a informé que lorsque la société de relations publiques de Chelsea a contacté notre équipe marketing interne pour exiger que l'entreprise la soutienne officiellement en tant que cofondatrice, notre personnel a catégoriquement refusé. Les employés étaient nerveux, certes, mais ils restaient fidèles au travail que nous accomplissions. Ils voyaient la valeur des appareils médicaux que nous fabriquions, et ils ne se souciaient pas du spectacle que ma sœur essayait de mettre en scène dans le hall. Je suis passé au fichier suivant du rapport. Léa Park, l'assistante de direction que mon oncle avait essayé de piéger, était totalement hors de cause. Caleb avait extrait les journaux d'accès au bâtiment, et il montrait Léa sortant du hall pour se rendre à son rendez-vous de physiothérapie, près de 40 minutes avant le lancement de l'impression. Nous avions des images de sécurité du couloir montrant Craig entrant dans le bureau de Léa juste au moment où elle en sortait. Les journaux de l'imprimante avaient été consultés à l'aide de ses identifiants à elle, mais les horodatages physiques confirmaient qu'il lui était impossible d'avoir imprimé le dossier de transfert. Léa, terrifiée et perplexe face à cette accusation, avait contacté Elena pour lui fournir une capture d'écran de son calendrier personnel, montrant l'heure exacte de son rendez-vous. Elle a également fourni un document distinct montrant qu'elle avait explicitement bloqué cette plage horaire sur le propre calendrier de Craig, une semaine plus tôt. Caleb a réussi à récupérer un fichier temporaire de la station de travail que Craig utilisait. Les propriétés des métadonnées confirmaient que le document avait été créé sur le propre compte utilisateur du directeur financier, puis enregistré dans un dossier réseau partagé, avant d'être déplacé vers la file d'attente de l'imprimante. La piste menait directement à mon oncle, puis pointait vers une pièce jointe d'un courriel envoyé sur le compte privé de ma sœur. Le coup monté n'était pas seulement malveillant, il était bâclé, né de l'arrogance d'un homme qui supposait qu'on ne le remettrait jamais en question. Mon téléphone personnel a vibré sur l'îlot de la cuisine. Un nouveau message est apparu provenant d'un numéro inconnu. C'était une offre de règlement officielle rédigée par l'avocat personnel de Craig. La proposition était simple, formulée dans le langage d'un rameau d'olivier désespéré. Ils étaient prêts à renoncer à leurs revendications de propriété si j'acceptais de donner à Chelsea 10% de l'entreprise au lieu de 25%. Ils promettaient que l'entreprise n'engagerait aucune poursuite concernant la fuite d'informations, que ma mère pourrait garder sa maison, et que Craig démissionnerait discrètement. En retour, je devais signer un accord de confidentialité mutuelle et abandonner complètement l'enquête. L'offre flottait dans l'air, une tentante illusion de paix. Cela mettrait fin au scandale, sauverait la maison de ma mère, et me permettrait de retourner à mon bureau sans la tâche d'un litige public. Mais l'avocat avait inclus une menace secondaire, enfouie au bas du document comme un morceau de verre brisé. Il prétendait être en possession d'une chaîne de courriels prouvant que j'utilisais les fonds de l'entreprise pour payer le style de vie de ma famille depuis des années. Il écrivait que si je n'acceptais pas le règlement avant le matin de l'audience du conseil, il publierait ces dossiers dans la presse pour prouver que je détournais de l'argent de ma propre entreprise. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant au rythme d'une colère pure et froide. La chaîne de courriels était réelle. Je me souvenais des demandes de voyages familiaux coûteux et de consultations personnelles. Mais Craig avait délibérément coupé les messages. Il avait supprimé les dernières lignes de chaque échange, les lignes où je donnais précisément l'instruction au comptable de déduire ces montants de mes distributions personnelles,
ou celle où je fournissais mon propre chèque pour couvrir les coûts. Ils transformaient ma générosité passée en arme contre moi, pariant que je préférerais céder à leur chantage plutôt que de voir ma réputation salie. Je n'ai pas répondu à l'offre. J'ai plutôt envoyé un seul SMS à Elena, lui demandant de me rejoindre à la maison dans 1 heure. J'avais besoin de voir le registre. Mes doigts planaient au-dessus du clavier alors que je pensais à l'audience du conseil prévue pour le lendemain matin. Il voulait faire de ma propre gentillesse le moteur de ma destruction. J'ai attrapé le dossier bleu que je gardais caché dans mon bureau à domicile, l'enregistrement de chaque centime que j'avais jamais déplacé, et je me suis préparé à leur montrer que j'anticipais cette trahison depuis longtemps. Ils voulaient jouer à un jeu de comptabilité légale, et c'est moi qui avais toutes les cartes en main. Elena est arrivée chez moi juste au moment où la lumière de l'après-midi commençait à décliner, projetant des ombres longues et nettes dans mon bureau. J'avais ouvert le registre bleu sur le bureau, les pages denses de l'histoire de la dépendance financière de ma famille, et de ma tentative lente et méthodique de me libérer de leur emprise. Mon avocate s'est assise en face de moi, ses yeux parcourant rapidement les lignes de données. Nous avons passé les 3 heures suivantes à organiser les preuves en 3 catégories distinctes. Le premier groupe contenait les dépenses personnelles que j'avais payées directement de ma poche, prouvant que je n'avais jamais traité les factures familiales comme des dettes de l'entreprise. La deuxième catégorie comprenait les prêts temporaires que l'entreprise avait traités, que j'avais tous remboursés par virement bancaire. La dernière catégorie était la plus accablante pour Craig, elle documentait chaque instance où mon oncle avait manuellement modifié les classifications comptables, et ce, après que j'ai explicitement demandé que les frais soient facturés sur ma distribution personnelle. Je n'ai pas essayé de cacher la vérité à ma conseillère juridique. J'ai avoué que, pendant des années, j'avais fermé les yeux sur ce népotisme, craignant de perdre la seule famille qu'il me restait si j'appliquais une gouvernance stricte. Ma voix n'a pas tremblé lorsque j'ai expliqué qu'il s'agissait d'un échec de gestion, pas d'un crime de vol. J'avais été faible, certes, mais je n'avais pas été une voleuse. Elena a écouté attentivement, prenant des notes, son expression s'adoucissant juste assez pour me faire comprendre qu'elle saisissait la nuance. L'aveu de ces erreurs de gouvernance n'a fait que rendre plus crédibles les preuves de mes actions correctives ultérieures. Lorsque j'ai présenté les procès-verbaux du conseil d'administration d'il y a 18 mois, montrant la résolution spécifique où j'avais ordonné le gel des parties liées et mis fin au contrat de consultation non conforme, Elena a finalement hoché la tête. Cette chronologie prouvait que j'avais commencé à leur couper les vivres bien avant que Craig ne réalise qu'il était en train de perdre son train de vie. Nous avons préparé un dossier complet pour le comité spécial, incluant les chaînes de courriel complètes que Craig avait soigneusement tronquées. Une fois restaurés dans leur forme originale, les messages montraient clairement qu'à chaque demande de paiement, j'indiquais que les coûts devaient être déduits de ma part personnelle. J'avais été méticuleuse, et mes relevés de virement bancaire offraient la validation finale et indéniable, chaque chèque que j'avais émis, chaque virement que j'avais initié pour régler ses obligations familiales personnelles, était consigné et tracé. Mon oncle avait supposé que j'étais assez naïve pour le laisser définir l'histoire, mais il avait sous-estimé les systèmes mêmes que j'avais mis en place pour maintenir l'honnêteté de son département. L'équipe d'investigation avait également travaillé dur. En fin d'après-midi, l'enquêteur principal est arrivé avec le résultat dont nous avions besoin concernant la lettre de contribution familiale. L'expert du laboratoire avait examiné le document physique que Barbara avait finalement rendu, celui qu'elle prétendait avoir trouvé dans un coffre ignifuge à la suite d'une fuite au sous-sol. L'analyse était concluante. L'expert a identifié que le texte, l'entête et la signature avaient tous été générés par la même imprimante de bureau. Il n'y avait aucune indentation de stylo, aucune variation dans la densité de l'encre qui aurait indiqué une signature manuelle, et aucun signe de vieillissement sur le papier lui-même. C'était un montage numérique, imprimé sur une imprimante laser standard, puis manipulé pour paraître usé. Lorsque cette preuve a été associée aux métadonnées montrant la date de création du fichier au début du mois de septembre, toute l'histoire de la fuite au sous-sol et de la découverte surprise dans une boîte de 2015 s'est effondrée sous son propre poids. Je me suis adossé à ma chaise, sentant le poids sur ma poitrine commencer à se soulever, bien que la tension de l'audience du conseil d'administration à venir me tenaillait encore la nuque. J'ai demandé à Elena de lancer l'enregistrement de l'appel du courtier. C'était un fichier que j'appréhendais d'écouter, et pourtant, je savais que c'était le seul moyen de faire taire les derniers doutes que le conseil pourrait nourrir. L'audio a commencé par une introduction claire et professionnelle du conseiller en conformité du courtier. Craig a parlé en premier. Sa voix était confiante et tonitruante alors qu'il décrivait les droits de l'actionnaire majoritaire et le droit de veto qu'il voulait que Chelsea exerce. Puis, est venu le son de ma sœur en train de rire, s'enquérant de sa commission de succès,
ressemblant plus à un prédateur qu'à une fille. Enfin, ma mère a parlé. La clarté de sa voix dans cette pièce stérile m'a coupé le souffle. Elle a demandé si Morgan serait vraiment dépouillé de son contrôle. Et lorsque Craig l'a assuré que mon pouvoir de vote serait réduit de manière permanente à 42%, elle a prononcé une phrase simple et effrayante, une fois que Chelsea aura le veto, Morgan n'aura plus le choix. J'ai fixé l'ordinateur portable fermé, le silence dans mon bureau résonnant plus fort que ne l'avait fait l'enregistrement. J'avais passé toute ma vie à chercher des preuves de leur amour, pour ne trouver finalement que la preuve irréfutable de leur méchanceté. Il n'y avait eu aucun malentendu, aucune confusion, et aucune erreur innocente. Ils avaient su exactement quel serait le résultat, et ils avaient choisi cette voie en toute connaissance de cause. Cette prise de conscience m'a apporté une forme de paix étrange. J'ai enfin compris que me protéger ne faisait pas de moi une mauvaise personne, et cela ne faisait certainement pas de moi une mauvaise fille. Cela signifiait simplement que je n'étais plus disposé à être la victime de leur cupidité. Les quelques heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon d'organisation. Nous avons indexé le registre, les conclusions de l'enquête, les rapports de métadonnées, et l'appel enregistré. Elena a vérifié les dossiers numériques 2 fois pour s'assurer que tout serait accessible pour l'audience du matin. J'ai senti une résolution froide et concentrée s'emparer de moi. J'étais prête à entrer dans cette salle de conférence et à démanteler le château de cartes qu'ils avaient passé des mois à construire. J'ai remarqué un sursaut d'activité sur mon téléphone professionnel. C'était un message entrant du bureau du courtier, envoyé à notre service juridique. Il rompait officiellement leur lien avec Chelsea. Le cabinet avait découvert qu'elle avait fourni des représentations frauduleuses au cours du processus de vérification préalable, et ils prenaient complètement leur distance avec elle. Ils voulaient éviter d'être impliqués dans la demande d'injonction ou la soumission de la fausse lettre. Une par une, les personnes qui l'avaient aidé à monter ce coup d'État réalisaient que le risque était trop élevé pour continuer. Elle perdait ses alliés. Elle perdait son levier financier. Et bientôt, elle serait forcée de faire face à la réalité de la situation sans aucun filet de sécurité. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Le soleil avait complètement disparu, et les lampadaires s'allumaient en clignotant, éclairant le quartier tranquille. J'ai pensé à la vie que j'avais construite ici, une vie séparée du chaos de ma famille. J'avais payé cette indépendance par des années de travail acharné, tout ça pour qu'ils la traitent comme un héritage que je leur aurais volé. L'audience du conseil de demain serait le test ultime des structures de gouvernance que j'avais mises en place. Je devais convaincre le comité que mes manquements passés en matière de supervision n'invalidaient pas ma position actuelle de PDG. Je devais prouver que j'étais capable de prendre les décisions difficiles, y compris celles qui pourraient détruire définitivement l'illusion de notre famille. Elena a croisé mon regard et a fait un geste vers l'ordinateur portable. Nous avions fait tout ce que nous pouvions. Il n'y avait plus de documents à trouver, plus de dossiers à restaurer, et plus de conversations à analyser. Tout était prêt pour le jugement final. Elle s'est levée pour partir, promettant de me retrouver à l'immeuble de bureau à 8 heures du matin. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis resté dans le bureau silencieux, le registre bleu toujours ouvert sur mon bureau. Je savais ce que je devais faire, et je savais exactement pour qui je le faisais. L'entreprise, les employés, et l'avenir que j'avais envisagé pour la clinique valaient chaque instant de la douleur que j'endurais. J'ai regardé la photo des membres du conseil d'administration épinglée sur mon tableau en liège, essayant d'anticiper les questions qu'ils poseraient, les doutes qu'ils soulèveraient, et les preuves que je fournirais pour anéantir chacun d'entre eux. J'allais en finir avec ça. Pas pour eux, ni pour cet héritage familial qu'ils essayaient d'utiliser comme une arme, mais pour la vie que je m'étais battu si durement pour récupérer. J'ai éteint la lampe de bureau, laissant la pièce dans l'obscurité, et je me suis enfin préparé à affronter le jour suivant avec la clarté que seule la vérité pouvait offrir. La salle de conférence de Hill Neuromotion n'était pas conçue pour le niveau de tension qui l'étouffait actuellement. J'ai pris ma place à 8 heures précises, regardant la lourde porte en chêne se refermer d'un clic sec pendant que les membres du comité entraient. Eleanor Chan a pris la place centrale, le visage aussi impassible qu'une montagne. Daniel Ortiz s'est assis à sa gauche, les bras croisés sur la poitrine, attendant de voir si son investissement était sur le point de s'évaporer. Mon oncle Craig occupait le coin opposé. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture, et sa posture transpirait une aisance arrogante et étudiée. Cela laissait penser qu'il croyait encore que le conseil le protégerait par habitude. Chelsea nous a rejoints via un lien vidéo sécurisé. Son image était projetée sur l'écran géant derrière Eleanor, elle avait l'air petite et soignée,
prête à jouer son tout nouveau rôle de victime lésée. Eleanor a ouvert l'audience en fixant les règles de base avec une brièveté clinique. Elle a déclaré que la discussion porterait strictement sur la gouvernance d'entreprise, les registres de propriété, les données médico-légales, et la conduite professionnelle du personnel de direction. Il n'y aurait aucune place pour les appels émotionnels, et toute tentative de recadrer la réunion comme un différend familial privé entraînerait une exclusion immédiate. Craig a pris la parole en premier, se penchant vers le micro pour livrer son récit préparé. Il a parlé des dernières volontés de mon père, tissant l'histoire d'un vieil homme qui voulait que sa famille reste unie grâce à l'entreprise. Il m'a dépeinte comme quelqu'un qui s'était éloigné de ses racines, insinuant que mon obsession pour l'efficacité de l'entreprise m'avait aveuglé sur l'obligation morale de prendre soin de ma propre chair et de mon propre sang. Lorsque le comité a posé des questions sur les incohérences des documents, il a soupiré avec une déception théâtrale, pointant directement du doigt Léa Park. Il a affirmé qu'elle avait géré la file d'attente d'impression et probablement manipulé les fichiers dans une tentative maladroite de l'aider. Il insistait sur le fait qu'il n'avait essayé de supprimer les dossiers que pour sauvegarder les secrets de l'entreprise. Un mensonge si transparent et désespéré qu'il a fait secouer la tête de l'enquêteur médico-légal du comité avec un dédain visible. Elena s'est levée, ses mouvements gracieux et précis, et a commencé à démanteler sa défense pièce par pièce. Elle a affiché les journaux d'accès sur l'écran, montrant l'heure exacte à laquelle Craig avait ouvert le brouillon d'évaluation C7H50. Puis, elle a extrait les journaux de la file d'attente de l'imprimante pour l'étage de la direction. Il montrait que le document avait été imprimé à un moment où Léa Park était prouvée, par les registres de badge et les caméras des couloirs, être dans une clinique de physiothérapie à 5 km de là. Elena n'a pas eu besoin de crier. Elle a simplement présenté la séquence froide et implacable des événements. Lorsque Craig a essayé de soutenir que les journaux d'impression avaient été falsifiés, Elena a présenté les propriétés du fichier provenant du dossier temporaire de sa station de travail. Elle a révélé que le document avait été créé sous ses identifiants de connexion, puis enregistré dans un dossier partagé, et finalement joint à un courriel envoyé depuis son compte interne vers celui de ma sœur. La pièce a plongé dans un silence lourd et suffocant. Ensuite, nous avons abordé la lettre de contribution familiale. Elena a posé le rapport d'expertise sur la table, pointant du doigt la conclusion de l'expert, la signature et le corps du texte avaient été imprimés simultanément par une imprimante laser, ne laissant aucune place à l'argument selon lequel il s'agissait d'une relique manuscrite de 2015. J'ai gardé les yeux fixés sur Craig. Sa posture désinvolte avait complètement disparu. Il s'est agité sur sa chaise, son visage perdant ses couleurs, son arrogance calculée remplacée par un regard fuyant et frénétique. Enfin, nous sommes arrivés à l'enregistrement de l'appel du courtier. Le comité est resté immobile alors que le son remplissait la pièce. Le son de la voix de ma mère demandant confirmation sur le droit de veto, suivi par la certitude terrifiante dans son ton lorsqu'elle a réalisé que je n'aurais plus le choix, a résonné sur les murs. J'ai gardé une expression neutre, les mains reposant calmement sur la table. Les dégâts étaient faits. L'enregistrement réduisait à néant toute prétention selon laquelle il s'agissait d'un simple malentendu entre parents aimants. Craig s'est penché en avant, la voix brisée alors qu'il criait que j'étais ingrate, et que je n'aurais jamais construit le moindre prototype sans les fondations que lui et mon père avaient posées. Le masque tombait enfin. Il s'est levé en me pointant du doigt, le visage tordu par un masque de pure conviction de ses droits. Il ne se souciait pas des patients ou de la technologie, il ne se souciait que du statut et de la richesse qu'il estimait lui être dû par droit de naissance. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Eleanor n'a pas crié en retour. Elle l'a simplement regardé, le regard impassible et glacial. Elle a annoncé que le comité recommandait son licenciement immédiat pour faute grave, sur la base des preuves médico-légales de manquement à l'obligation fiduciaire et de création malveillante de faux documents. L'air dans la pièce s'est allégé, l'oxygène revenant alors que les membres du conseil commençaient à murmurer leur consensus. L'image de Chelsea sur l'écran a clignoté pendant que ses avocats essayaient d'intervenir, mais Eleanor a effectivement coupé le son, signalant que l'audience avait dépassé le stade de sa participation. Nous avons conclu l'audience en décrivant les prochaines étapes juridiques. Neuromotion engagerait une action en justice officielle contre mon oncle pour manquement à l'obligation fiduciaire et dommages causés à l'entreprise. Le courtier avait déjà rompu son accord avec ma sœur, la laissant affronter seule les conséquences de la garantie frauduleuse qu'elle avait signée. Alors que la réunion se dispersait, Craig est resté affaissé sur sa chaise, sa carrière et son influence s'évaporant en l'espace d'une heure. Je me suis levé pour partir, mes jambes me semblant solides pour la première fois depuis des semaines.
Au moment où j'approchais de la sortie, Craig m'a arrêté, sa voix réduite à un murmure désespéré et saccadé. Il a attrapé ma manche, me suppliant d'envisager un accord privé. Il a insisté sur le fait que si j'abandonnais le procès sur les brevets et accordais à Chelsea un petit pourcentage, Barbara pourrait sauver sa maison et nous pourrions tous redevenir une famille. Il essayait toujours d'utiliser le même levier. Il essayait toujours d'échanger l'avenir de ma vie contre le maintien de ses mensonges. J'ai dégagé mon bras, le regardant avec un détachement qui m'a surprise moi-même. Je lui ai dit que la maison, la fausse lettre, et le prêt-relais étaient autant de choix qu'ils avaient faits par eux-mêmes. Je n'utiliserai pas la sueur et les capitaux de mes employés et de mes investisseurs pour acheter l'illusion d'une famille qui n'avait jamais existé. Je l'ai laissé assis là, dans le silence résonnant de la pièce qu'il avait essayé de me prendre. Dehors, l'air était vif et pur. Il avait le goût d'un nouveau départ. Elena m'a rattrapé près des ascenseurs, son visage reflétant un soulagement prudent. Elle m'a annoncé que la nouvelle se répandait déjà, que l'équipe interne se préparait à s'adresser au personnel, et que le conseil rédigeait le communiqué de presse public pour rétablir la vérité que Chelsea avait essayé de détruire. Je ne me souciais pas de l'image publique ou des gros titres. Mon attention était entièrement fixée sur le message qu'Elena avait reçu quelques instants plus tôt. Ma mère m'attendait devant ma maison à Raleigh. Elle portait une seule valise et l'avis final de saisie immobilière, croyant qu'elle pouvait encore déplacer les pions sur l'échiquier une dernière fois. J'ai marché vers ma voiture, sachant que la partie la plus difficile de la journée m'attendait encore. Mais, pour la première fois, je ne ressentais aucune peur. J'avais le registre, les preuves et la vérité. La confrontation finale se jouerait selon mes propres termes, dans la maison qui m'appartenait, et ce serait la toute dernière chose que je leur donnerais. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait le porche de ma maison de ville à Raleigh, se reflétant sur la vitre de la porte d'entrée où se tenait ma mère. Elle portait un léger manteau en laine contre l'air frais d'octobre, agrippant une valise élimée à deux mains. Un document légal dépassait de son sac à main, les en-têtes gras et incomparables d'un avis de saisie bancaire accrochaient la lumière. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, les épaules voûtées comme si elle s'attendait à recevoir un coup. J'ai marché à sa rencontre, les talons de mes bottes claquant contre le béton, un son qui semblait d'une intensité troublante dans ce quartier calme. Barbara n'a pas bougé quand je me suis approché. Son regard était fixé sur la porte d'entrée, comme si elle attendait que je m'écarte pour l'accueillir à nouveau au bercail. Elle a parlé de ce ton doux et tremblant qu'elle avait peaufiné au fil des ans. Elle m'a dit que Chelsea plongeait dans une profonde dépression, et que Craig avait finalement gardé le silence après l'audience. Elle a chuchoté que la banque allait saisir la maison du country club à la fin du mois. Ma mère m'a regardé avec ses yeux suppliants que je connaissais si bien, s'attendant clairement à ce que je fouille dans mon sac et fasse un chèque pour empêcher le monde de s'effondrer autour d'elle. Je suis resté sur le porche, les mains enfoncées dans mes poches, sentant le rythme régulier de mon propre cœur. Je lui ai dit qu'elle avait signé le prêt-relais en pleine connaissance des conséquences, et que je n'allais pas défaire ce choix. À la place, je lui ai tendu un dossier imprimé. Il contenait les coordonnées d'un avocat réputé, spécialisé dans la liquidation de biens, et une liste de ressources locales en matière de logement pour les personnes âgées devant déménager rapidement. Je lui ai expliqué qu'elle pouvait vendre les actifs restants, rembourser la dette principale, et repartir avec suffisamment d'argent pour s'assurer un appartement plus petit et gérable. Je lui offrais une voie vers la stabilité, mais c'était une voie qui l'obligeait à renoncer au style de vie qu'elle avait utilisé pour me contrôler. Barbara n'a pas touché au dossier. Elle a commencé à pleurer. Ses sanglots saccadés et théâtraux ont résonné contre le bardage de la maison de ville. Elle m'a accusé d'être froide, de la punir pour une erreur qui était principalement le fait de Craig, et d'abandonner ma sœur au moment où elle avait le plus besoin de moi. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée, et j'ai ressenti un étrange sentiment de distance. Il n'y avait plus de rage. Juste la réalisation claire et perçante que je n'étais plus la fille qui sacrifierait son propre avenir pour acheter leur confort. Je lui ai dit que je ne paierais pas le prêt-relais et que je ne rachèterais pas la maison. J'ai proposé de l'aider à trouver un agent immobilier, et j'ai promis de lui fournir un petit fonds en fiducie pour ses frais médicaux. Mais c'était là l'extrême limite de mon implication. Elle pouvait accepter mes conditions, ou affronter la banque toute seule. Lorsqu'elle a réalisé que je n'allais pas flancher, les pleurs se sont arrêtés aussi brusquement qu'ils avaient commencé. Son expression s'est durcie pour retrouver le regard tranchant et familier d'une femme qui se croyait tout permis. Elle m'a dit que je le regretterais, a tourné les talons, et s'est dirigée vers le taxi qui l'attendait, laissant l'avis de saisie oublié sur le sol du porche.
Ma conversation avec Chelsea, plus tard cette semaine-là, fut beaucoup moins complexe. Elle a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas, la voix aiguë et exigeante. Elle a affirmé que nous étions sœurs, que tout cela n'était qu'un malentendu temporaire, et que je devais appeler le conseil d'administration pour retirer les plaintes pour fraude, afin qu'elle puisse récupérer ses honoraires de courtage. Je l'ai arrêtée au milieu de sa phrase. Je lui ai dit qu'elle avait réclamé d'être propriétaire, et qu'elle avait obtenu exactement ce qu'elle cherchait, la responsabilité totale et sans fard de ses propres actions. Je ne lui donnerai pas une seule action, je ne l'aiderai pas à rembourser le courtier, et je ne ferai pas semblant que nous avions une relation. J'ai raccroché, j'ai effacé le numéro, et je n'ai plus vérifié mon téléphone du reste de la nuit. Les mois qui ont suivi ont été calmes. Chelsea a vendu la majeure partie de sa garde-robe de marque et une voiture qu'elle ne pouvait plus s'offrir, afin de financer un accord de remboursement négocié avec la société de courtage. Les retombées juridiques pour Craig se sont poursuivies, les dépositions et les dépôts de dossiers devant les tribunaux s'éternisant pendant tout l'été. Mais l'entreprise en elle-même est restée intacte. J'ai tenu parole concernant ma mère, subvenant à ses besoins de santé fondamentaux par le biais de la fiducie, mais la maison du country club a été vendue aux enchères. Barbara a emménagé dans un modeste appartement en ville, et j'ai appris par le bouche à oreille qu'elle passait ses après-midi à se plaindre, à quiconque voulait l'entendre, de cette fille qui avait réussi dans la vie, pour finalement devenir une étrangère. En avril 2027, les cornouillers dans la cour avant de ma maison étaient en pleine floraison, leurs pétales blancs saupoudrant l'allée. Une neuromotion était plus forte que jamais. Nous avions renoncé à l'accord avec l'acheteur rival, optant plutôt pour un partenariat qui nous permettait de conserver notre technologie exclusive en interne. J'ai promu les ingénieurs qui avaient réellement développé nos systèmes de base, établissant un programme d'action basé sur le mérite pour garantir que les personnes qui construisaient l'entreprise étaient celles qui possédaient véritablement son succès. J'ai embauché un nouveau directeur financier par le biais d'un processus de recrutement indépendant et rigoureux. Et le conseil d'administration a mis en place une interdiction permanente de toute embauche de personnes liées, sans un vote unanime du comité. Par une douce soirée, j'ai invité Elena, Eleanor, et quelques-uns de mes plus anciens amis du laboratoire à dîner. La maison semblait chaleureuse et remplie de rires sincères. Il n'y avait pas d'agenda caché, pas de demande de prêt, et pas de crise fabriquée à résoudre. Mon ancien téléphone personnel reposait dans un tiroir à bric-à-brac, la batterie morte depuis longtemps, son numéro changé et oublié. Je n'avais pas besoin de garder les gens près de moi simplement à cause des noms qu'ils utilisaient dans leurs contacts. Les personnes assises autour de ma table à manger étaient là parce qu'elles respectaient mon travail et tenaient à moi en tant qu'être humain, pas en tant que source de capital ou instrument de leur ambition. Je me suis assise en bout de table, écoutant le doux tintement des verres à vin et la cadence confortable et facile de la conversation. Je me suis souvenu de la nuit au country club, de la sensation du parquet contre ma paume, et du silence terrifiant qui avait suivi lorsque j'avais réalisé que j'étais vraiment seul. J'avais eu tellement peur de ce silence, convaincu qu'il signifiait que j'avais échoué. Mais maintenant, en regardant les amis qui m'avaient aidé à naviguer à travers les décombres, ce calme ressemblait à une expiration de soulagement. J'ai pris ma serviette et je l'ai pliée, regardant la lumière du soir s'installer dans les coins de la pièce. Pour la première fois, le silence ne sonnait pas comme un abandon. Il sonnait comme ma propre vie. Vous pensez peut-être que les liens du sang priment sur tout, mais cette histoire nous apprend que poser des limites saines est la forme d'amour la plus vraie. Vous avez parfaitement le droit de protéger votre succès durement gagné, même si cela implique de vous éloigner de ceux qui ne vous apprécient que pour ce que vous pouvez leur offrir. Ne confondez pas culpabilité et obligation. Et rappelez-vous qu'une véritable famille mérite sa place dans votre vie par le respect et un soutien sincère, et non par la manipulation ou un sentiment de dû. Si vous vous surprenez à sacrifier constamment votre tranquillité simplement pour préserver celle des autres, sachez qu'il n'est pas de votre ressort de financer leur confort au détriment de votre propre sécurité. Vous êtes l'architecte de vos propres limites, et vous méritez une vie libérée du poids de la cupidité d'autrui. Avez-vous déjà dû tracer une ligne rouge avec une personne que vous aimez, et comment cette décision a-t-elle changé votre vie ?